Merci de suivre Savane TV à l'heure de 7 jours dans la savane. Toute l'équipe est bien en place pour vous servir. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs. Après l'explosion des Gongombiro dans la commune de Gomblora, région du sud-ouest, le débat enfle sur la gestion et l'organisation des sites d'orpaillage au Burkina Faso. Quel encadrement pour éviter de tels drames à l'avenir? Nous en parlerons dans Ça fait débat aujourd'hui avec Abdou Gafar Romba. Il est le directeur de l'encadrement technique de l'ANEMAS. Entendez par là l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, et Masmoudou Sawadogo, président de l'UNAMB, l'Union nationale des associations d'artisans miniers du Burkina Faso. Mais avant cette partie débat, vous avez sans doute l'édito de la semaine et le décryptage des points saignants de l'actualité nationale et internationale. Et pour débuter cette première partie décryptage, je suis en compagnie de votre fidèle compagnon Alphonse Ouedraogo. Bienvenue. Bonjour Kambou, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci et nous débutons par cette actualité. Conformément au décret qu'il a créé, la commission technique d'élaboration des projets de textes et d'agenda de la transition a déposé son rapport mercredi après 2 semaines de travail. Écoutons sa présidente Mariamé Ouattara. Messieurs les membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, Excellences, avant tout propos, je voudrais, au nom des membres de la commission technique d'élaboration des projets de texte de l'agenda de la transition, vous dire, exprimer vivement notre gratitude pour la confiance placée en chaque membre. La commission technique que vous avez installée le 8 février a travaillé durant 2 semaines, conformément au délai défini dans le décret de sa création. Les travaux se sont déroulés dans une très bonne ambiance et les résultats obtenus sont le fruit d'un consensus de l'ensemble des membres qui se sont investis durant les 2 semaines avec abnégation. La commission s'est inspirée des directives que vous aviez données. Elle a également libéré son génie créateur en lançant un appel à contribution aux forces vives qui ont favorablement répondu avec des propositions riches et variées, dûment exploitées par les membres. L'expertise individuelle des membres a été judicieusement mise à profit au cours des travaux. Au nom de l'ensemble des membres de la commission technique d'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition, j'ai l'honneur de vous remettre en ce jour les livrables qui nous avaient été demandés. Il s'agit du projet de charte constitutionnelle pour la transition et de l'agenda de la transition. Nous avons jugé utile de joindre une charte des valeurs pour soutenir la refondation que vous avez annoncée et qui, à notre sens, est déjà enclenchée. Excellence, sur ces mots, je voudrais remercier encore votre Excellence pour toute la confiance placée aux membres de la commission. Je vous remercie. Voilà, le rapport de la commission technique déposé, 2 semaines de travail, 9100 contributions au total qui ont été donc analysées. Alors, Alphonse Ouedraogo, on apprend également que la commission a proposé une transition d'une durée de 30 mois. Déjà, quel est votre commentaire par rapport à ce point? D'emblée, je voudrais féliciter la commission technique qui a travaillé en restant dans le délai imparti, parce qu'un délai de 2 semaines pour travailler, pour arriver à ces conclusions-là, je tenais vraiment à les féliciter. Ceci dit, je pense que c'est un travail, je dirais, formidable qui a été produit de par le contenu dont nous avons déjà connaissance de certains points, même si ce n'est pas encore officiellement présenté. Je pense que selon les indiscrétions, il y a eu un travail sérieux qui a été fait. Alors, une durée de 30 mois, soit donc 2 ans et demi, je pense que c'est raisonnable.
pour la situation dans laquelle nous sommes. Une situation qui est exprimée déjà par l'insécurité, où il faut revoir ce qu'on appelle la refondation de l'État. Je pense que tout ce contenu-là nécessite une bonne analyse, un temps raisonnable pour vraiment faire bouger les lignes. Donc je pense que déjà le délai est raisonnable. Je ne crois pas que la classe politique ou toutes les couches sociales qui seront donc consultées ce lundi diront le contraire. Je pense que forcément, on va aller en tout cas jusqu'à ce délai-là pour donner un temps qui puisse permettre aux autorités de pouvoir faire bouger les choses. Alors, on en sait également un peu sur les organes de la transition qui ont été proposés, même si là également, ce sont toujours selon des indiscrétions. Tout à fait. On parle d'un gouvernement et d'un conseil national de transition, bon, une assemblée délibérante. On ne sait pas trop quelle sera la dénomination qui sera donnée. Oui. Mais on parle d'un gouvernement de 20 ministres au maximum, et cet organe délibérant sera composé de 51 membres. Commentaire? Déjà, je pense que au niveau du gouvernement, on ne pouvait pas aller au-delà, même si on n'a pas encore une idée du nombre de ministres, voilà, qui seront donc constitués. Je pense qu'une vingtaine de ministres, c'est raisonnable. Rappelez-vous, le dernier gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré tournait autour de 20 ministres. Donc, 25 ministres. Alors, ce n'est pas ce gouvernement de la transition qui va faire le contraire. Mieux. Le peuple attend qu'il y ait une diminution de nombre, l'effectif pléthorique. On n'en a pas du tout besoin. Donc je pense qu'une vingtaine de ministres, c'est raisonnable. L'autre chose, c'est au niveau du Parlement, 51 membres proposés pour donc prendre part, en tout cas être au niveau du Parlement pour guider les actions. Je pense que ça aussi, c'est raisonnable. Ça ne vaut même pas la moitié, voilà, du nombre qu'on avait. Le Parlement récent était autour de 127 députés. Oui, 127 députés. Donc je pense que ça ne vaut même pas la moitié qui a été retenue. Ça aussi, ça a été bien réfléchi. C'est pour cela que je dis qu'il faut saluer vraiment la Commission qui a pris aussi en compte les contributions de ceux qui n'ont pas eu cette chance-là d'être au niveau de cette Commission, mais qui ont bien voulu, qui ont été invités à apporter leurs contributions. Donc je pense qu'on a pris tous ces aspects en compte et c'est le Burkina Faso qui gagne. Mais pour l'effectif, 51 membres, je pense que c'est raisonnable. Non seulement on va économiser en termes de ressources financières, en plus de ça, on va faire l'économie des débats inutiles. Je dirais aussi que on ne va pas voir cette coloration qui est politique, souvent qui empêche certains dossiers de pouvoir prospérer. Donc je pense que le peuple aura l'occasion, ou en tout cas de connaître presque tout le monde. Voilà, parce qu'un effectif, 52 membres, c'est pas quand même compliqué pour savoir qui est qui, voilà, est au Parlement. Alors, 51 membres, l'autre question qui se pose, c'est la question de la représentativité de toutes les couches nationales et peut-être territoriales. Est-ce que ce n'est pas un critère également qu'il faut prendre en compte dans les choix des membres? Parce qu'on ne sait pas d'abord, comment est-ce que les personnes qui vont siéger dans cet organe délibérant seront choisies. Oui. Mais le critère de la représentativité territoriale, ou j'allais dire régionale par exemple, est à prioriser. Oui, cet aspect compte énormément dans la situation dans laquelle nous sommes. Je pense qu'il faudrait que ce Parlement reflète l'image de notre pays en termes de région, en termes de province. Il faut savoir que pour que les actions qui seront menées soient bien adoptées par la population, il faut que chacun se reconnaisse dans ce qui est constitué ou sera constitué au niveau du Parlement. Donc je pense que ici il va falloir travailler de sorte à ce que non seulement beaucoup de régions ou presque toutes les parties soient représentées, également toutes les couches
soient représentés. Ça aussi c'est important. Et quand on parle à ce niveau, ça va revenir, c'est pas le quota sera en tout cas fixé à combien, mais je pense que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, les ouvriers, en tout cas les syndicats, beaucoup doivent se reconnaître dans le Parlement qui sera donc proposé. Donc, ce sont des aspects qu'il faut tenir compte parce que pour que l'action soit bien comprise, il faudrait que tout le monde accepte que, voilà, on se reconnaît dans ce qui a été proposé. Alors, et quand on voit déjà les personnes qui sont convoquées pour les assises nationales de ce lundi, on se dit forcément qu'il y aura des politiques dans cet organe. Oui, ça, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Et d'ailleurs, ce n'est pas un danger parce que ce que nous aurons sera comme on voit déjà au niveau de la CENI. Toutes les couches sont représentées. Je pense que ça ne fait pas débat là-dessus. Mais qui, par exemple, pour être le président du Parlement, ça c'est aussi une question qui va se poser. Peut-être qu'à la réunion, ils vont éclairer, donner des éclaircissements sur tous ces aspects-là. C'est important. On peut désigner les membres, mais si vous les laissez sans quand même une ligne, je pense que ça peut aussi faire chambouler les choses. Ouais. Alors, on parle également d'un organe de veille de la transition qui sera composé de civils et de militaires. Est-ce que cet organe a un rôle important dans la situation où se trouve le pays? Encore faut-il qu'on nous explique sa force de frappe, parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer, mais est-ce que cet organe-là aura la possibilité de pouvoir interpeller, même si cela est fait, jusqu'où ça peut aller? Parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire, aujourd'hui le pouvoir est dehors pour le moment. Attendez que le pouvoir s'enferme, c'est-à-dire attendez que le président soit investi, que les ministres soient nommés, le premier ministre nommé, tout le monde ou toutes les choses commencent à bouger. Vous n'allez plus avoir le même sentiment où l'aura qu'on a aujourd'hui, le fait que le peuple ait écouté aujourd'hui, ça va commencer à s'effriter au fur et à mesure. Donc, et c'est bien qu'on crée donc une organisation de veille, mais je pense qu'il faut aussi indiquer, donner ses pouvoirs, ses attributions pour que la cellule puisse bien fonctionner. On attendra donc de connaître, d'en savoir davantage sur les attributions donc, de cet organe de veille. Parlons maintenant des rémunérations des différents membres de ces organes. Il est dit quelque part que ce sera du bénévolat, donc les membres ne seront pas rémunérés. Ça me fait sourire parce que un député, il ne sait pas quelle est l'appellation qui sera retenue. En tout cas, quelqu'un qui est au niveau du Parlement, il faut dire que c'est un travail. C'est un travail et je salue la volonté déjà qui guide ou qui a guidé donc ces propositions-là. Parce que c'est important. Les gens estiment que nos institutions sont tellement budgétivores, il faut vraiment profiter, comme on le veut, faire la refondation, il faut profiter, casser, en tout cas, le train de vie de l'État. Je pense que c'est dans cette optique, voilà, qu'on vient par exemple de dire que ce soit du bénévolat, mais j'ai des craintes. J'ai des craintes parce que c'est l'aspect, le fait que le Burkina Faso, où l'État dépense beaucoup plus, qui recommande que des gens fassent ces propositions et disent, voilà, que ce soit du bénévolat. Et vous allez voir que si c'est le cas, beaucoup ne vont même pas se bousculer pour être au niveau du Parlement. Déjà, ça, c'est des éléments à noter. L'autre élément, ça va faire économiser. Mais là où je dis que j'ai des craintes, c'est que, c'est vrai, l'esprit y est. Et l'esprit est vraiment salué par les gens, mais jusqu'à quand? Est-ce que le fait qu'on dise que le député, le travail sera du bénévolat, ça ne va pas influencer son travail étant au Parlement? Des gens vont faire des propositions et des gens seront retenus pour siéger au niveau du Parlement et avec cette volonté de faire, mais un service qui ne sera pas, en tout cas payé, voilà, chaque fin du mois, mais peut-être une petite rémunération. Ça, c'est bien, c'est l'esprit ou c'est la volonté de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais un député aussi qui n'est pas bien traité, j'ai bien peur.
que le politique puisse l'utiliser, hein, et que avec le temps, on ne soit plus dans la même dynamique de voir les choses. Donc, moi, je pense que en même temps qu'on a proposé de diminuer le nombre, on peut aussi penser à leur trouver quelque chose chaque fin du mois. C'est important. De sorte que le député ne soit pas celui-là qui serait misérable. D'ailleurs, ce n'est pas pour aller chercher de l'argent, mais il y a un minimum quand même qu'il faut réunir. Au Mali, c'est le cas. En Guinée, c'est le cas. Je ne vois pas en quoi nous voulons faire l'exception en retenant cet aspect-là, comme si nous étions dans une dynamique particulière plus que ces pays. D'ailleurs, le président a dit que ce pouvoir n'est pas révolutionnaire. Donc, je ne vois pas en quoi on va aller dans ce sens. Je ne défends pas quelqu'un, mais je vais dire que il faut bien analyser cet aspect-là parce qu'il y a une menace. Il y a des gens qui sont là, qui voudront que, avec le temps, des propositions de loi puissent passer ou des textes soient bloqués, mais si le député n'est pas bien rémunéré, je vous dis que j'ai bien peur que les politiques, peut-être qui ne siègent pas au sein du Parlement, puissent les utiliser. Oui, puissent les utiliser. Ils sont vulnérables et contre les intérêts du peuple. Donc, ça, c'est une inquiétude qu'il va falloir bien analyser. Alors, quand on écoute cela, on se dit quand même qu'au moment des sessions, il y aura des émoulements. Ça, c'est inévitable. Mais il n'y aura pas de salaire peut-être mensuel. Voilà, parce qu'entre les députés et le ministre, ce n'est pas forcément la même chose. Le ministre va au service tous les jours. Les députés, ils siègent seulement lors des sessions. Donc, peut-être c'est la raison pour laquelle on pense que pour les membres de l'organe délibérant, ça peut passer. Oui, ça peut... je comprends. Mais comme je vous le dis, il faut bien mûrir la réflexion. D'accord. Il faut bien mûrir la réflexion. Ça va être avantageux pour nous tous. Et la réflexion devra donc se mener ce lundi à travers ces assises nationales déjà convoquées par le MPSR, qui est revenu là-dessus au cours de cette conférence de presse de ce samedi. Donc toutes les couches qui ont été invitées, en tout cas ont été donc appelées, j'allais dire, à apporter activement leur contribution dans l'adoption de ces textes et de tout ce qui est proposé comme agenda de la transition. Un mot sur ces assises d'une seule journée? Ben, c'est bien, je dirais que c'est bien. Déjà, le format regroupe tout le monde. Ce que je voudrais dire, c'est de faire en sorte que toutes les propositions ou toutes les décisions qui seront prises, en tout cas au cours de cette transition, que même après ce pouvoir, il y a des éléments qui doivent se poursuivre, puisqu'on parle de la refondation. On a vu avec la transition en 2015, après un pouvoir démocratique est arrivé, on a balayé beaucoup de choses, on a mis de côté. Je pense que dans ce rythme-là, on n'avance pas. On n'avance pas, mais on n'a qu'à vraiment profiter de cette occasion-là pour mettre les points sur les i. Parlons peut-être du temps qui est accordé à ces assises. Et j'ai parlé d'assises d'une journée. Généralement, quand on parle d'assises nationales, ça prend quand même un certain temps et les débats s'étendent sur une certaine durée. Quand on parle d'assises qui doivent se tenir peut-être en une matinée, et le même jour, vous aurez l'investiture du président. Est-ce que ça, c'est pas une façon de faire assumer à tout le monde ce que tout le monde n'a pas décidé? Oui, mais je pense que déjà on a donné l'occasion à tout le monde, chacun à son niveau, d'apporter la contribution à travers... Parce que si les gens doivent débattre, franchement, on s'est dit quand même que c'est pas évident que cela puisse se faire en une seule journée. J'imagine que ceux qui sont déjà désignés pour prendre part à ces assises-là, on va leur donner les documents, voilà, avant donc le jour J. Là, ça va faciliter le travail. Sinon, s'il faut découvrir le contenu, le jour même des assises, je pense que ça va être difficile pour le travail. Voilà. D'accord, merci à vous et on attendra donc de savoir ce qui sera décidé au cours donc de ces assises ce lundi. Ça va se passer à la salle des banquets de Ouaga 2000, suivi donc de l'investiture du président de la transition. Merci à vous, Alphonse Ouedraogo, pour votre regard sur cette actualité. Merci Kamou, merci à ceux qui nous suivent, ça a été un plaisir pour moi. Dans la suite, nous parlons de l'actualité hors du Burkina Faso. Pluie de bombes russes sur l'Ukraine depuis jeudi dernier
Qu'est-ce qui pousse Vladimir Poutine à envahir son voisin? Réponse dans cette déclaration de guerre du président russe avant de retrouver Amadé Adamasoro, notre spécialiste des questions internationales, pour en parler. L'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes? La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée. L'équilibre des pouvoirs dans le monde a été rompu. Cela a conduit à une situation où les traités et accords existants ne sont plus réellement en vigueur. La persuasion et les demandes n'ont aucun effet. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, aux grands de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux est présenté comme la vérité ultime, est imposé à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux. Ce dont je parle maintenant ne concerne pas seulement la Russie, et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cela. Voici des exemples tout trouvés. Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Plusieurs semaines de bombardements continus sur des villes pacifiques, sur des infrastructures vitales. Il est nécessaire de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaires. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne ont conduit à la destruction complète de l'État. Au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis il s'est avéré que tout cela était une manipulation, du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant, mais le fait est là. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu. Voilà, déclaration de guerre de Vladimir Poutine, le président russe. C'était au petit matin de jeudi dernier. L'on en parle avec Amadé Adamasoro, notre spécialiste des questions internationales, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à toutes et à tous. Alors, invasion de l'Ukraine par la Russie. Les États-Unis donnaient l'alerte depuis plusieurs semaines. Beaucoup de gens en doutaient, mais finalement, c'est le cas. Absolument, Kambo. Ce qui était craint par certains milliers occidentaux est finalement arrivé, à savoir la guerre déclarée ou déclenchée par Moscou contre l'Ukraine. Effectivement, avant ce développement, il y a eu naturellement ce balai incessant
d'efforts diplomatiques déployés par les capitales occidentales, notamment le président français Macron, le chancelier allemand Scholz, ainsi que le président américain Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson, donc, qui avait pour objectif, tantôt avec des tons un peu durs, tantôt des tons un peu conciliants, côté français, pour effectivement dissuader Vladimir Poutine quant à l'invasion, entre guillemets, de l'Ukraine. Mais si on se base un peu, si on se fonde sur les arguments qui sont avancés par Vladimir Poutine, il s'agit d'une opération destinée à protéger les deux républiques autonomes de Donbass, qui sont donc qui est un territoire certes dans l'Ukraine, mais c'est des territoires russophones, c'est-à-dire qu'il y a une très forte colonie russe dans ce territoire-là, et qui depuis un certain temps alors faisait l'objet, d'après même des documents fournis par des médias occidentaux, que ces colonies russes dans le Donbass donc faisaient l'objet de, pas de persécutions, mais en tout cas de mesures un peu restrictives de la part de Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Donc avec la reconnaissance, vous vous souvenez, avant la déclaration de la guerre, il y a eu un acte l'autoproclamation de l'indépendance, voilà, et les territoires autoproclamés ont été reconnus par la suite par Poutine. Lugansk et Donbass, effectivement. Donetsk dans le Donbass. Effectivement, ces deux déclarations ont été acceptées, du moins reconnues par Vladimir Poutine, qui était considéré, certains analystes avaient vite fait de dire que c'était l'ultime acte qui allait conduire effectivement à la pénétration des troupes russes sur le sol ukrainien, puisque l'argument qui sera brandi sera donc de protéger effectivement des républiques alliées. Des républiques alliées, justement, beaucoup de gens pensaient à un scénario similaire à celui de 2014, l'annexion de la Crimée. Beaucoup pensaient que Vladimir Poutine allait se limiter aux seules régions au seul territoire du Donbass. Absolument. Mais finalement, il a envahi toute l'Ukraine. Effectivement, lorsqu'on regarde sur la carte de l'évolution des troupes russes sur le territoire ukrainien, on se rend compte qu'au niveau de l'ouest, c'est-à-dire la Pologne, en allant vers la Roumanie, et au niveau donc du sud également, il y a des zones qui sont des zones pro-russes, voilà. Vers la Moldavie, il y a des zones qui sont plus pro-russes, et au niveau donc de l'Est, bien sûr, ça on n'en parle pas. Effectivement, c'est un encerclement qui a été opéré jusqu'à la capitale. Jusqu'à la capitale, il y a même des tirs, il y a même des combats qui sont rudes actuellement, enfin, à l'heure où nous parlons. Certains analystes même prédisent la chute, n'est-ce pas, de Kiev dans les jours à venir. Alors ici, c'est comme je l'ai dit, si on se limite seulement à ces développements conjoncturels de la situation, on ne va pas certainement mettre la main sur les causes réelles qui ont abouti à ces développements. Et cela prend racine à l'effondrement, n'est-ce pas, de l'Union soviétique dans les années 90, où effectivement il y a eu des engagements qui ont été pris de part et d'autre de maintenir l'Ukraine dans une posture de neutralité. On a appelé ça la vandalisation de l'Ukraine, de faire en sorte que l'Ukraine ne fasse pas un pas vers l'OTAN ou vers l'Union européenne, parce que cela va être considéré comme une menace à la sécurité intérieure de Moscou. Et effectivement, dans les négociations, il y a même des penseurs américains comme Brzezinski, comme Kissinger, qui ne sont pas pro-russes en réalité, mais qui estiment que si on laisse l'Ukraine alors échapper, du moins tomber dans les girons de l'OTAN, cela va affaiblir non seulement la Russie, mais va amener la Russie à réagir violemment
effectivement. Donc c'était ne pas prendre en compte les intérêts géostratégiques et géopolitiques, n'est-ce pas, de la Russie, que de vouloir coûte que coûte faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est vrai que l'Ukraine c'est un pays souverain et qui a bien sûr le droit de nouer des relations avec n'importe quelle entité, mais il y a aussi une part de l'histoire qu'on ne peut pas oublier. Oui. Et c'est effectivement cette lecture historique-là qui fait que certaines personnes finissent par donner raison un peu à Vladimir Poutine, qui voit que son territoire est un peu encerclé par des forces de l'OTAN. Alors si toute l'Ukraine tombe, quelle sera la suite? L'Ukraine fait partie intégrante de la Russie ou Vladimir Poutine installe les autorités qu'il veut pour garder une Ukraine indépendante, mais qui va coopérer désormais avec la Russie? Déjà hier, il a appelé l'armée à renverser le président, parce que pour lui, avec l'armée, ils pourront s'entendre. Zelensky qui est pro-occidental. Voilà. Oui. Mais effectivement, ça ne serait pas la première fois, puisque avant la révolution de Maïdan, il y avait, n'est-ce pas, un pouvoir qui était un peu pro-russe, où en ce moment il n'y avait pas de problème, comme un peu la Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan, ces différentes républiques qui sont dans la région et qui sont des anciennes républiques soviétiques, mais qui continuent toujours de regarder la Russie comme le grand protecteur face effectivement aux agissements occidentaux. Et ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est qu'il y a une méfiance. Une méfiance qui a toujours rien dans les rapports, dans les relations entre l'Occident et notamment la Russie. Même si par le passé, notamment au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même des alliances entre la Russie, l'Angleterre, la France, les États-Unis contre l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, on se rend compte que les données ont changé, puisque certains analystes affirment cette thèse que l'Occident veut toujours garder la main haute sur l'ensemble des territoires du monde, et notamment au niveau de la Russie. Lorsque la Russie a fait valoir, ou du moins a exprimé ses craintes par rapport au déploiement massif des forces du matériel militaire de l'OTAN dans ces anciennes républiques soviétiques là, comme la Pologne, le Royaume-Uni, etc. Alors la réponse qui avait été servie était que c'était pour contrer l'Iran. Bon, voyez-vous, si vous voulez contenir en fait la menace iranienne, ce n'est pas à ce niveau que vous devrez placer effectivement ces dispositifs militaires. Oui. Donc il n'y a pas de confiance, entre les deux blocs, et si bien que Poutine, il faut également voir Poutine qui a pris le pouvoir après la démission de Boris Eltsine en 2000, a adopté une stratégie pro-occidentale dans un premier temps. Il a voulu donc que la Russie soit considérée comme un partenaire fiable de l'Europe, mais les Européens n'en ont pas voulu, les Occidentaux n'en ont pas voulu. Ils ont donc estimé que voilà, le mode de vie ou le système politique russe ne convenait pas effectivement aux Européens, et ils ont tenu la Russie à l'écart. Et c'est cette mise à l'écart effectivement de la Russie qui a engendré cette méfiance et a contraint ou amené la Russie à se recentrer sur ses capacités militaires, et c'est aujourd'hui effectivement ces capacités militaires qui permettent à la Russie de tenir tête à l'OTAN. Alors parlons maintenant de l'attitude de l'Occident après cette invasion de l'Ukraine. Bon, aujourd'hui, Zelensky est en train de ressembler au petit frère qu'on envoie provoquer la bagarre et au secours duquel on ne vient pas. Oui, pour ne pas citer Choguel Maïga, ce serait un abandon en plein vol, puisque d'après ce qu'il aurait compris, et ce terrain de solidarité qui avait été exprimé par les Occidentaux, notamment au sein de l'OTAN, ne s'est pas traduit en actes concrets. Et puisque dès les premiers moments de l'attaque russe en Ukraine, le président américain a dit qu'il ne va pas envoyer des troupes en Ukraine, et même si par le passé il y a quand même des formations militaires qui ont été dispensées au profit du personnel militaire ukrainien. Il y a également donc la France qui estime que vraiment ce n'est pas
ce n'est pas la peine de provoquer la Russie, car c'est une puissance nucléaire. Donc ici... il ne faut pas créer une guerre entre puissances nucléaires. C'est pas bon pour la sécurité mondiale. Absolument, c'est que la ministre des Armées, Florence Parly, a donc déclaré à la presse. Donc tout ça, c'est pour dire que le président russe a pris le temps de comprendre la situation, de savoir que l'Europe n'a pas une défense commune. L'Europe n'a pas de défense commune. Et même sur des questions économiques, sur des questions stratégiques, les pays européens ne sont pas dans la même longueur, sur la même longueur d'onde, puisqu'il y a des intérêts économiques, notamment le gaz russe qui approvisionne beaucoup de pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, qui, même si elle va prendre des sanctions sur les bouts de lèvres, mais dans l'implémentation de ces sanctions, il y aura encore une fissure qui va se faire sentir dans ses rapports avec la Russie. C'est en fait les États-Unis qui est en réalité le patron de l'OTAN, qui commande ou qui entraîne peut-être les autres là dans ce confrontement, dans cette confrontation donc géostratégique avec la Russie, avec Moscou. Même si pour certains, ce n'est pas la Russie qui est la principale menace contre l'hégémonie américaine, mais plutôt la Chine. Et en resserrant l'étau autour de Moscou, c'est comme si on amenait la Russie à sceller encore un partenariat plus efficace avec la Chine. Ça ne fait pas toujours l'affaire de l'Occident. Absolument. Alors, quand on analyse un peu la situation, on l'a déjà dit au début, tout le monde pensait que Poutine allait se limiter à la région du Donbass. Finalement, il a envahi toute l'Ukraine. Est-ce qu'après cela, il faut s'attendre à ce qu'il soit dans une logique de reconstituer l'ex-URSS, ça veut dire annexer d'autres pays en plus de l'Ukraine? Bon, c'est vrai qu'on lui prête cette intention, même si lui-même il a dit que celui qui ne regrette pas la chute de l'Empire soviétique n'a pas de cœur, et celui qui veut la reconstituer n'a pas de cerveau. Donc c'est pour dire que lui-même il sait que on est au XXIe siècle. Les rapports, c'est vrai que la Russie est considérée aujourd'hui comme la première puissance militaire du monde, en termes notamment de capacités nucléaires, même si économiquement, bon, ça ne suit pas, puisque pour prétendre à avoir une puissance mondiale, il faut que plusieurs paramètres soient réunis. Il y a la puissance militaire, certes, mais il y a aussi la puissance économique, il y a la puissance diplomatique, ce qu'on appelle le soft power, tous ces paramètres-là doivent être réunis pour prétendre à être une puissance mondiale. Donc la reconstitution... Il n'y a pas de risque aujourd'hui qu'il veut reconstituer l'ex-URSS. Mais est-ce que c'est un risque? Peut-être pour les Russes, ce n'est pas un risque, c'est une opportunité. C'est pour les Occidentaux qui assistent actuellement au déclin du monde occidental. Certains l'ont déjà prédit depuis longtemps, et qui acceptent vraiment malgré eux l'émergence de certaines forces non occidentales, notamment la Chine, la Russie, l'Inde, qui aujourd'hui sont des alternatives, pas à 100% pour supplanter l'hégémonie occidentale, mais ils sont en voie de l'être. Donc aujourd'hui, il faut voir cette évolution de la situation en Ukraine comme un terrain de jeu entre les puissances déclinantes et les puissances montantes. Voilà, et c'est ce qui fait que ce qui fait même que certains pays membres de l'OTAN sont un peu réticents, c'est parce qu'en réalité, ils savent que c'est une guerre par procuration qu'ils livrent à la Russie pour le compte des États-Unis. Et si nous essayons de regarder la proximité géographique, comme le disait Napoléon, chaque pays doit faire la politique de sa géographie. Normalement, les Occidentaux, l'Union européenne en particulier, doit être plus proche, n'est-ce pas, de la Russie, parce que la Russie a une partie de son territoire dans le continent africain, du moins européen. Donc, ce qui fait qu'en réalité, il y a en tout cas des avis qui disent que les Européens n'ont pas intérêt à entrer en confrontation avec la Russie. Avec la Russie. Alors, parlons de cette déclaration de guerre de Vladimir Poutine que nous avons écoutée au début. Absolument. Quand il parle par exemple de ce que les Occidentaux ont fait en Irak, en Libye et de ce qu'ils sont en train de faire en Syrie, est-ce qu'il n'a pas raison? Ça veut dire que chaque grande puissance essaie d'interpréter un peu le droit international en sa faveur. Donc quand c'est l'Occident qui agit, voilà, il trouve que c'est la vérité, mais quand c'est le bloc opposé,
on trouve que ce sont des violations des normes du droit international. Est-ce que sur ce plan, Vladimir Poutine n'est pas en train de dire vrai? Bon, absolument. Ce qui a un peu fragilisé la position occidentale, c'est que l'Occident n'est pas conséquent avec lui-même. Vous vous souvenez que au lendemain de la guerre en Irak, malgré le nom de la France, qui avait un droit de veto, l'Irak a été attaqué, envahi. Malgré la réticence de certains pays, alors à ce moment c'était en 2003, la Russie de 2003 n'est pas la Russie de 2022. Donc on n'a pratiquement pas fait cas de l'opposition ou de la réticence. La France était carrément opposée à la guerre. Mais ça n'a pas empêché les États-Unis et la Grande-Bretagne donc d'aller attaquer l'Irak sur des arguments fallacieux. Aujourd'hui, les Américains reconnaissent que c'était vraiment un tube rempli de poudre qu'ils ont brandi au Conseil de sécurité pour dire que c'était la preuve d'existence d'armes de destruction massive. Poutine l'a dit dans sa déclaration de guerre. C'était pas du tout cela. Il y a également, tout à fait, il y a également une guerre qui a été menée par l'OTAN en Serbie, en Yougoslavie, il y a également en Libye. Il a parlé de l'attaque de Belgrade. Belgrade, tout à fait. Dans son discours. Tout ça, ce sont des guerres qui ont été conduites par l'Occident. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'inconséquence, n'est-ce pas, des actions de l'Occident qui fait qu'aujourd'hui, alors on a du mal en tout cas, à supporter, ou du moins à adhérer un peu à cela. Mais cela ne veut pas dire que n'est pas une raison pour la Russie d'attaquer ou du moins d'envahir d'autres pays. Mais comme je l'ai dit, le droit ne doit pas être appliqué de façon, comme on a dit, à géométrie variable. Il faut condamner l'intrusion partout où elle se passe. Il y a également des intrusions récurrentes de l'Israël au niveau de la Palestine. Absolument. Et l'Occident ne dit pas grand-chose. Absolument. Surtout les États-Unis cautionnent. Absolument. Plusieurs fois, il y a des résolutions qui ont été adoptées par les Nations Unies pour condamner les agissements d'Israël en Palestine. Mais chaque fois, ça a été bloqué par les États-Unis. Donc ici, certaines personnes disent qu'il faut repenser même, remodeler en réalité l'ordre international, mondial, parce qu'aujourd'hui les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité sont en réalité les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, ce ne sont pas par exemple les mêmes pays qui ont le leadership du monde. Si on prend par exemple l'Allemagne et le Japon, qui sont donc, l'Allemagne c'est la première puissance économique européenne, et Japon c'est la 3e puissance économique mondiale, ne sont pas membres permanents donc de l'ONU. Est-ce que cela ne doit pas amener les grands pays notamment, à réfléchir sur une manière de redéfinir un peu les cadres du monde pour que les pays les plus faibles ne soient pas toujours lésés? Quand vous n'avez pas d'armes nucléaires, alors on peut mobiliser l'OTAN pour vous attaquer, comme par exemple la Libye, comme l'Irak. Mais si vous avez une force nucléaire, alors on réfléchit par 2 fois avant d'engager quoi que ce soit. Et ce qu'il faut dire également, c'est que l'ONU s'avère inefficace dans des situations comme ce qui est en train de se vivre. Absolument. Et nous avons vu la déclaration de Guterres qui suppliait presque aux larmes Poutine, au nom de l'humanité, de mettre fin à la guerre. Les résolutions que l'ONU a tenté de prendre ont été bloquées par la Russie. Qui est membre du Conseil de sécurité. C'est une ONU en tout cas qui est inefficace à l'ère actuelle. Donc, occasion peut-être de repenser l'ONU. Merci à vous, Amadé Adamasoro, pour les analyses de cette actualité. C'est tout donc pour cette partie décryptage. L'édito, c'est tout de suite. Et notre éditorialiste est bien installé. Il s'agit du directeur de l'information de Savane Média. Bonjour à vous, Soumaïla Raboué, bienvenue. Merci, bonjour, Vekujo Kambour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'édito de cette semaine se penche sur les textes du MPSR et vous dites de s'appuyer sur la vérité et les langues nationales. Oui, Vekujo Kambour, vous aurez remarqué qu'après 3-4 semaines de nonchalance, le nouveau pouvoir est en train d'accélérer les choses, sans doute parce qu'il y a de plus en plus d'idées
et de clarté dans les actions à mener, et peut-être parce que aussi il y a eu beaucoup de critiques sur les premières semaines d'hésitation. À partir de ce moment-là, il faut que nous nous appuyions sur des éléments, des instruments de gouvernance sous la transition du MPSR, entre autres les textes qui sont déjà prêts et qui sont annoncés pour être adoptés ce lundi. Il faut que nous travaillions autant sur la vérité. Sur ce point-là, le président Damiba l'a déjà dit, que sur les langues nationales. Je me souviens qu'en 2014-2015, quand la charte de la transition pour la première fois avait été adoptée dans notre pays, il y a quelques associations qui ont essayé de prendre en charge le discours en langue nationale pour dire à quoi la charte renvoyait et ce qu'elle prévoyait d'un point de vue de ses organes, de la durée et des perspectives. Je crois que c'était assez timide, parce que c'était pris en charge par seulement quelques associations, entre autres l'association de Safiatou Lopez, l'association pour la promotion de la démocratie et de la citoyenneté, la PDC. Et en son temps, je sais que j'avais jeté un regard dans ce qui a été fait en son temps sur les langues nationales. Encore que c'était seulement quelques langues nationales les plus utilisées jusqu'à présent. Je crois que les choses ont relativement changé quelques années après, et vous aurez remarqué que l'engouement des gens dans les affaires publiques dépend aussi de leur compréhension des enjeux et de ce qu'il y a à faire comme défi à relever de la part des citoyens. C'est pourquoi, une fois que le MPSR aura assis ces textes sur la vérité nationale et la vérité dont le Burkina a besoin pour avancer, il faut faire en sorte que le discours soit partagé dans les différentes langues nationales, que la charte soit partagée dans les différentes langues nationales, de même que l'agenda de la transition et également la charte des valeurs. Si nous ne le faisons pas, la transition va être l'affaire d'une élite qui est concentré essentiellement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, et le revers, ça peut être qu'après, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, les gens qui n'ont rien compris à la gestion de la transition proposent autre chose. En autre, ça peut être d'échanger encore des transitions et de faire autre chose. Ce que personne de nous ne souhaite en ce moment, en ce tournant décisif là de l'histoire sociopolitique du Burkina Faso. C'est pourquoi il faut aller vite, parce que c'est annoncé que les choses vont aller vite à partir de lundi, mais il faut aller aussi avec la pédagogie qui va avec, et impliquer les citoyens burkinabés, les différentes communes, les différentes provinces, les différentes régions, les différentes communautés à la gestion de cette transition-là, bien entendu à travers les porte-paroles, mais à travers tous les citoyens, en mettant l'accent sur les langues nationales. Ça peut se faire dans les médias, notamment audiovisuels, radio, télévision, à travers les réseaux sociaux aussi, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux offrent des conditions d'oralité assez intéressantes, mais on peut utiliser d'autres canaux, donc aller vers des groupes sociaux bien ciblés, vers des leaders d'opinion et leur parler dans nos langues nationales. Vous savez que dans nos langues nationales, la vérité est plus prégnante qu'en langue étrangère. Parce que j'ai parfois fait la comparaison entre des discours politiques de mêmes acteurs politiques qui disent des choses différentes en français et en langue nationale sur les mêmes sujets. Parce que les repères ne sont pas les mêmes. Et parce que je crois qu'il y a plus de difficultés à dire des choses qui ne sont pas vraies dans nos langues nationales qu'en français. Surtout quand on utilise la rhétorique et souvent la langue de bois. Bon, en français, ça peut encore passer, mais dans nos langues nationales. C'est pourquoi ces deux dimensions-là sont connectées. La vérité et la langue nationale. Et on pourra même évaluer le MPSR et toute la transition dans quelques semaines, dans quelques mois, sur son attachement à la vérité aux langues nationales. Ça peut constituer un indicateur d'évaluation de la transition, parce que si les autorités qui ont déjà la charge des affaires et celles qui vont avoir bientôt la charge des affaires quand le gouvernement sera nommé également un parlement, on verra
la tendance des gouvernants là à livrer leur discours en langue nationale ou à ne pas le faire, et ça pourrait être un indicateur assez intéressant pour voir si on veut vraiment s'appuyer sur la vérité pour changer les choses au Burkina Faso. Pour moi, c'est un défi à relever. Par le passé, il y a eu des expériences intéressantes. Je me souviens qu'en 2011, je vais terminer par là, des journalistes interviewaient le président Mélégué Traoré au sujet des révolutions arabes qui avaient commencé en Tunisie. Et puis il disait non, ne vous trompez pas, hein, parce que ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte ne peut pas arriver ici, parce que ces États-là sont des États-nations qui ont en commun une même langue, et donc ça facilite la diffusion du message. Je crois que le président Mélégué s'était plutôt trompé sur ce que les réseaux sociaux pouvaient représenter comme canaux de communication. Et un peu plus tard, quand l'insurrection est arrivée ici et qu'on a assis notre transition, quand il y a eu le coup d'état du général Gilbert Guinguéré, c'est en autres en langue nationale que des acteurs qui étaient opposés au coup d'état comme Sams Kalega ont livré leur message dans la radio pirate, la radio de la résistance, pour que les gens refusent le coup d'état, pour que les gens s'organisent sur le terrain, parce qu'il y avait des instructions très claires de barricades, tout ça, pour que les gens s'organisent sur le terrain pour empêcher les déplacements du RSP de Gilbert Guinguéré. Donc vous voyez, beaucoup de choses peuvent être traitées à travers l'utilisation des langues nationales. Encore faut-il que quand on utilise les langues nationales pour participer à la gestion, à la gouvernance et à la politique, il faut que ça soit des messages de vérité. Autrement, je pense que ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter cher. Texte du MPSR, s'appuyer sur la vérité et les langues nationales. C'était là le thème de l'édito de cette semaine. Merci à vous. Merci Merci à toutes et à tous. Place à présent à ça fait débat. Quel encadrement pour éviter les drames récurrents dans les sites d'orpaillage au Burkina Faso? C'est une question que se posent de nombreux Burkinabés après l'explosion qui a fait une soixantaine de morts et de nombreux blessés à Gongombiro dans la commune de Bomblora, région du sud-ouest. Nous en parlons dans Ça fait débat aujourd'hui avec deux invités sur ce plateau. Abdou Gafar Romba, il est le directeur de l'encadrement technique à l'ANEMAS, et Masmoudou Sawadogo, président de l'UNAMBE, l'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Faso. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Merci. Merci, M. Kambou. Alors, on va aller tout droit au but. Vous deux, vous avez été sur les sites de l'explosion à Gawa. Je commence par vous, Abdou Romba. Vous avez été à Gawa, vous avez également vu ces blessés à l'hôpital. Vous avez été sur les sites à Gongombiro où a eu lieu donc l'explosion. Quel est le sentiment qui vous a animé après avoir vu de vos propres yeux ce qui s'est passé à Gongombiro? Ok, merci M. Kambou. Effectivement, nous avons eu l'information, je dirais, quelques minutes seulement après l'incident. Voilà, le lundi 21. Et le mardi 22, dans la matinée, nous avons pris la route pour Gawa, où nous sommes arrivés dans la soirée. Et nous avons pu nous entretenir avec les autorités locales, voilà, notamment le gouverneur, le haut-commissaire, les autorités également aussi de la sécurité, gendarmerie, police, voilà, et également aussi nous sommes allés sur le site de Gongombiro. Nous avons regardé ce qui s'y passait. On a également eu des entretiens aussi avec la gendarmerie au niveau de Gomlora et également aussi les responsables municipaux. Voilà. Alors le constat qui se dégage, c'est la consternation. On a été quand même assez frappé par, disons, l'intensité et même un peu l'étendue, voilà, des dégâts. Voilà, c'était quand même, d'après quelqu'un, un décor un peu apocalyptique. Ouais. Également sur le plan humain aussi, c'est vrai que quand nous sommes arrivés, tous ceux qui étaient décédés avaient été inhumés. Voilà. Mais il y avait les blessés qui étaient à l'hôpital que nous avons pu voir, voilà, en même temps même que la délégation ministérielle qui était arrivée.
Voilà. Donc vraiment, c'était la consternation et également aussi l'incompréhension. Alors, Masmoudou Sawadogo, vous êtes le président de l'UNAMB, vous avez également été sur les lieux, vous avez également vu ces blessés. Est-ce que c'est ce même ressenti que vous avez eu? En tout cas, je peux dire que c'est ce que M. Ramba vient de dire. Et nous avons eu de même sentiment de cœur qui nous a touchés. Parce que le jour, nous, on est arrivé au moment que l'enterrement n'est pas fini. Donc on a assisté à l'enterrement jusqu'à repartir à Gongombiro. Et de là-bas, on a trouvé qu'il y avait 27 décès qu'ils ont enterrés là-bas. Et on a constaté tous les faits, les dégâts matériels. Et sincèrement, quand vous voyez le lieu là, en tout cas, c'est déplorable. Et au retour, on s'est dirigé vers l'hôpital. On a regardé les patients qui sont à l'hôpital là-bas. C'était pas facile, mais Dieu merci, les infirmiers, les médecins ont fait leur travail. Ça le remercie beaucoup. Il y avait d'autres qui dormaient à terre, il y a d'autres même qui n'ont même pas des habits même, parce que quand le truc là se gênait là, l'explosion a déchiré tous les vêtements, donc ils n'ont même pas de vêtements. Donc ça fait que nous on est venu à l'aide pour que chacun puisse avoir des vêtements et des nattes à coucher. Il y a d'autres qui ne pouvaient même pas avoir 5 francs pour payer l'eau, donc on est obligé de faire ce qu'on peut faire et passer voir au niveau du directeur aussi de l'hôpital et faire un geste pour qu'il puisse soutenir les dépôts aussi au cas s'il y aura de besoins. Voilà, et je pense que quand on a fini, le lendemain, je pense qu'on a eu à aller voir le gouverneur et le haut-commissaire. Bon, ça se trouvait que j'avais une mission à Ouaga ici. Bon, je pense que le directeur technique de l'ANEMAS et le DG, et le DG de la BENAF était là. On a échangé avant que nous aussi on bouge. Et aussi, ils ont démarré pour aller échanger avec les autorités avant de continuer sur le lieu. Donc, sincèrement, ce problème-là, c'est notre première fois de rencontrer ces gens de drames. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de difficultés, mais on n'a jamais rencontré ces drames-là. Voilà. Alors, une situation quand même très déplorable. Je reviens à vous, M. Romba. Vous avez écouté certainement des témoignages sur place. Vous avez rencontré les autorités communales, hospitalières. Et vous avez parlé également de la gendarmerie à Gomblora. La question qu'on se pose, c'est finalement à qui la faute si ces genres de drames surviennent sur un site d'orpaillage? Alors donc, je pense qu'à ce niveau, on va dire que c'est peut-être des dysfonctionnements sur peut-être toute une chaîne. Voilà, parce que quand on parle d'explosifs, il faut d'abord même voir même une question de santé publique et une question de sécurité publique. Voilà, donc ça dépasse le cadre uniquement de l'orpaillage ou même de l'exploitation minière, qu'elle soit artisanale ou quelle que soit la forme. Parce que ces substances ne sont pas produites pour le moment sur le territoire national. Voilà. Et il y a des textes qui encadrent la production avec tout ce qu'il faut avoir comme document pour pouvoir les produire. Le transit, transfert, également aussi, c'est réglementé. Il y a des autorisations pour ça. Le dépôt, comment vous devez le conserver, tout, et la vente, également aussi, il y a des textes qui les encadrent. Alors, donc, quand je parle par exemple du fait que c'est produit ailleurs, c'est donc il faut se dire que à quelque part, bon, quelqu'un qui n'est pas peut-être légalement autorisé à le détenir ou à le manipuler, en tout cas s'en est procuré. Voilà, j'ai suivi un peu aussi d'autres émissions où voilà, des gens sont revenus sur des aspects en disant que bon, écoutez, quand les gens utilisent les explosifs sur les sites, ben, il y a des populations tout autour, et parmi ces populations, vous avez des élus locaux, vous avez même des responsables de la sécurité tout autour, donc c'est un fait. Voilà. Alors que bon, écoutez, tous ces gens sont fondés, voilà, quand même à dénoncer ou en tout cas à interdire ces pratiques-là. Mais également aussi la réalité, elle est là. Ces gens-là l'utilisent pour une raison donnée. Je pense que si ça leur apportait rien, on n'aurait pas eu ce débat.
Voilà, parce que l'exploitation minière en elle-même a un coût. Voilà. Donc moi je dirais que il faut peut-être situer ça à tous les niveaux de responsabilité. Voilà. Donc moi, et l'ANEMAS, et les autorités communales, les autorités sécuritaires, tout le monde est au courant du fait que ces explosifs s'utilisent dans les sites d'orpaillage et personne n'a toute la chaîne, il y a un dysfonctionnement. Voilà, je ne parle pas, si je prends le cas typique de Gomblora, bon, je pense que, en tout cas des témoignages que nous avons eus, on fait savoir que l'intéressé avait fait son dépôt à l'intérieur du marché. Bon, nous parlons de zones d'activités diverses et d'habitation, mais il se trouve que dans cette même zone, il y avait quand même quelques hangars de traitement. Et si la zone était aménagée, organisée conformément à la réglementation même, on aurait eu même la zone de traitement à part. Elle ne devait même pas être confondue à cette zone. Encore que ces explosifs, qu'on ne devrait pas retrouver même sur place là-bas, ne devraient même pas encore se retrouver voilà, dans ces boutiques-là. Donc oui. Pour vous, finalement, la faute, c'est à tout le monde. On va permettre à Masmoudou Saodo de répondre à cette question. Et quand vous voyez de tels drames, tout de suite, voilà, qui doit être tenu pour responsable, finalement? Je pense que tout le monde est responsable, selon moi. Les acteurs sont responsables, l'administration est responsable. Il faut qu'on partage la responsabilité à deux côtés. Parce que les acteurs, nous avons commencé à travailler avec la main qui n'applique pas ce matériel-là. Et arrivé à certain niveau, le travail est dépassé là où il est. Et ça devenu forcément maintenant d'utiliser ces matériels-là pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais à quoi faire? Et ça dit que normalement, il devrait y avoir un bon encadrement sur les sites d'orpaillage. Et vous voyez qu'à l'époque, il y avait des services d'encadrement qui étaient fermés. À son temps, il n'y avait pas tellement de dynamite. Au temps de CVMP, il n'y avait pas de dynamite comme ça. Il y avait des dynamites, mais c'était des sites ciblés qui avaient bien organisé qui pouvaient avoir cette dynamite-là. Donc, pas beaucoup de sites, même quand on arrive, la dynamitage, on quitte et puis on laisse le coin. Mais maintenant, l'or n'est plus comme avant. Parce qu'on ne peut plus trouver l'or en haut. Donc, l'or est devenu profond. Donc, ça fait que quand tu arrives le roche dur, il faut utiliser les explosifs pour pouvoir descendre. Mais ce qui est là, donc les orpailleurs se cachent pour le faire. Voilà, parce qu'on dit que c'est interdit. Quand c'est interdit et que vous travaillez avec ça, vous savez que ça crée beaucoup de problèmes. Parce que chacun se cache pour faire. En cachant, ça crée des problèmes. Mais lorsque c'est devenu un outil important pour le secteur, et qu'est-ce que l'État devrait faire? L'État devrait accompagner les acteurs et voir quelles mesures qui puissent les accompagner pour qu'ils puissent utiliser ces explosifs-là sans problème. À l'exportation, au niveau du transport, la vente et le dépôt jusqu'à l'utilisation. Il devrait avoir au moins des mesures. Par exemple, aujourd'hui... Les orpailleurs sont aujourd'hui conscients que c'est un produit prohibé sur les sites, mais vous dites que c'est devenu un outil incontournable pour le travail, et pour vous, l'État devrait accompagner. Donc, à travers l'encadrement. Et la structure la plus habilitée, c'est bien l'ANEMAS. Donc, nous avons les directeurs de l'encadrement technique sur ce plateau. Monsieur Romba, est-ce que quand vous êtes arrivé sur les lieux, après avoir vu tous ces dégâts, vous vous êtes dit, oh, si ma structure, qu'est l'ANEMAS, avait entrepris telle ou telle action, ce drame aurait pu être évité? Ok, je vous remercie. Je dirais justement que malgré ce qu'on vient de dire tout de suite, par rapport un peu au fait qu'il y a eu des dysfonctionnements sur toute la chaîne, depuis la porte par laquelle ces dynamites sont rentrées. La douane, notamment. Bon, je n'ai pas cité de structure, voilà. Mais je dis que tout ça, ça ne dédouane pas l'auteur, quand même, des méfaits qu'il a commis. Eux-mêmes, les orpailleurs sont conscients de ça. Ça, c'est certain. Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'ANEMAS, vous êtes dit par exemple... Maintenant, à notre niveau, alors, effectivement, nous menons la sensibilisation.
Nous faisons également aussi des activités d'encadrement. Alors, je vais essayer rapidement de résumer un peu. Nous avons été créés en 2015, fin 2015. Mais l'opérationnalisation même de l'ANEMAS, c'est à partir de 2018, puisque les recrutements ont été faits en fin 2017. Alors, donc, de 2018 à maintenant, alors, les formations, les sensibilisations, nous sommes à plus de 12 000 personnes que nous avons pu toucher. Au niveau des formations, bien sûr, voilà, il y a un nombre par site que nous prenons. Et chaque année, durant ces années-là, nous le faisons sur au moins 35 sites par an. Pour les sensibilisations, c'est pareil. Seulement la sensibilisation, généralement, on le fait en meeting. Voilà. Donc, quand on essaie de calculer, nous sommes à peu près à ces chiffres-là. Si on devait calculer un nombre de sites aussi touchés par nos sensibilisations, nous sommes à plus d'une centaine de sites. Y compris Gongombiro? Y compris Gongombiro. Voilà. Donc, parce que chaque année, lorsque nous faisons notre programme d'activité et nous disons, par exemple, nous allons former, par exemple, tant de sites, nous allons sensibiliser tant de sites, on fait une répartition. Puisque l'ANEMAS a présentement 10 bureaux d'encadrement, dont 4 dans la région du sud-ouest. Donc le PONI a un bureau d'encadrement qui est situé à Gawa. Donc ce bureau d'encadrement, par exemple, regarde par rapport au nombre de sites qui sont dans sa zone d'intervention et choisit par exemple un certain nombre pour suivre ses formations et ses sensibilisations. L'année qui vient, eh bien, il continue. Voilà. Si on vous donne 4 sites, même si vous en avez 20, vous ne pouvez pas les faire tous les 20 en même temps, mais vous le faites progressivement. Donc vous avez à faire des meetings, des sensibilisations, oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que le message que vous passez est bien reçu par les orpailleurs? Moi, je dirais qu'il est entendu. Je dirais également aussi qu'il est reçu. Maintenant, je pense que tout de suite, M. Sawadogo avait expliqué un peu les raisons pour lesquelles ce n'était pas respecté. Pas que je sois d'accord avec ces raisons-là, parce qu'en principe, quand on prend une loi, c'est pour qu'elle soit appliquée. Voilà. Ce serait, par exemple, il y a des moments peut-être où je sais qu'en circulant, par exemple, à gauche, ça pouvait m'aider, me permettre d'aller plus vite, mais la loi dit que je dois circuler à droite. Ouais. Donc, je circule à droite, en attendant peut-être que cette loi-là soit modifiée. Voilà. Et donc, justement, lorsqu'on parle texte, si on prend juste sur le plan des textes, oui, au jour d'aujourd'hui, le message, beaucoup d'artisans miniers, que ce soit à travers nous ou à travers eux-mêmes les structures, sont conscients de ces interdictions portant sur les produits chimiques, sur les explosifs. Alors, Masmoudou Sawadogo, c'est vrai que vous avez dit qu'il était bon au vu de l'importance de l'outil aujourd'hui pour votre métier, que l'État vous accompagne à travers des formations, l'encadrement notamment. Oui. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre cet encadrement avant de commencer à utiliser ces explosifs? Cela, c'est comme ce que vous voyez. Dans l'orpaillage, lorsque on n'a pas mis l'encadrement devant, tout ce que vous venez de parler, on ne peut pas atteindre quelque chose. Vous savez que la douane est dans les frontières, mais les commerçants ont toujours la faute. Donc je pense que s'il y a quelque chose qui amène l'argent, ce n'est pas au Burkina, dans tout le monde entier. Quand il y a quelque chose qui porte l'argent, si vous n'avez pas mis garant pour que vous puissiez mettre l'accent sur ça, c'est tout un problème. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une sensibilisation. Tout le monde est conscient que c'est interdit et c'est dangereux pour leur santé. Et même dans les trous, ça explose et que ça tue. Mais malgré tout ça, on travaille avec. Chaque année, on peut avoir plus de 40 à 50, peut-être même plus que ça, les décès ou de blessés graves que les dynamites explosent dans les trous. Est-ce que ce n'est pas cela le problème? On a comme l'impression souvent que sur les sites d'orpaillage, les orpailleurs ont toute l'attention tournée vers la recherche de l'or au point de ne respecter aucune norme établie par l'autorité. Non, je pense que vous voyez que toujours je dis que Sankara a dit qu'un militaire sans formation en politique, c'est un criminel en puissance. Donc ça dit que lorsque quelqu'un ne connaît pas, il faut le montrer.
il faut l'accompagner. Il vient de dire que vous avez reçu des sensibilisations, des formations, des sensibilisations sur les dangers donc liés à l'usage de ces explosifs. Moi, ce que je veux vous dire, sensibilisation ou pas, s'il n'y a pas un bon encadrement, ça ne peut rien arranger. Alors, quel type d'encadrement attendez-vous sur ces sujets-là? Sur ce sujet, voilà d'abord, nous voyons que tout site devrait avoir des documents fiables pour pouvoir travailler. Avoir des responsables qui doivent être là pour dire, voilà cette zone-là, c'est ce qu'on doit faire. L'exploitation, le concassage, la vase et le marché sont des parties dans différentes zones. Ensuite, ce que nous connaissons, le moment de Semop à Djibaré, il y avait des explosifs. Mais ils mettaient ça à l'écart même du site là. Et que si on veut dynamiter, on part chercher ça là-bas et puis on vient exploser. Vous comprenez? Et il y avait des gens qui étaient formés pour ça, qui travaillaient. Aujourd'hui, depuis que l'animal s'est fermé, et le CMP est fermé en 2006, c'était des sociétés qui géraient les sites. Et donc, quand les sociétés aussi étaient là, bon, c'était pas tellement comme ça. Parce qu'il y avait des problèmes d'intérêt personnel qui menaçaient les choses. Donc, je pense qu'en 2014, tout était retiré. Et ils ont créé l'ANEMAS pour l'encadrement. L'encadrement, l'ANEMAS vient de s'installer nouvellement. Et ils sont dans les différentes provinces, mais c'est comme le directeur technique a dit, il y a 10 bureaux d'encadrement. Et il y a Gawa qui a 4 bureaux. Et dans ça et quelques... Sud-Ouest en général. Voilà, Sud-Ouest en général. Il y a combien de sites au Burkina Faso? Même, est-ce que 2 personnes dans la province du Poni, est-ce qu'ils peuvent gérer tous les sites? Il y a 2 personnes dans ce bureau du Poni? Oui. Non, mais à ce moment, vous savez que l'approche même des acteurs là, c'est un travail. Il faut être à côté d'eux tout le temps pour mieux le comprendre, pour qu'ils puissent te comprendre aussi. Donc aujourd'hui, c'est un travail d'abord pour l'ANEMAS de faire tout possible pour que les acteurs puissent comprendre leur stratégie d'encadrement. Et secondo, ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, l'encadrement de l'ANEMAS est toujours faible sur le terrain, il faut avoir un document, l'autorisation de détenteur de permis pour pouvoir donner l'encadrement. Aujourd'hui, quand l'ANEMAS même demande l'autorisation aux détenteurs de permis de recesse, ils refusent. Ça fait que c'est toujours problème. Mais nous avons dit que tout ça, le revient à l'État. Parce que l'État... Il y a de sérieux problèmes. Voilà. L'ANEMAS, qui est la structure qui doit encadrer les orpailleurs sur les sites, a besoin de l'autorisation des détenteurs de permis d'exploitation pour intervenir et pour... Juste des questions de sensibilisation. Il a parlé également du fait que vous êtes faiblement représenté. Il a 2 personnes pour le bureau de Gawa, alors qu'on sait que dans les Poni, c'est des dizaines de sites d'orpaillage. Voilà. Donc plusieurs dizaines de sites d'orpaillage qu'on y trouve. Justement, j'allais venir. En fait, dès qu'on a été opérationnalisé, en 2018, on a commencé par réaliser la cartographie des sites d'orpaillage. Puisque on venait d'être installé, on vous dit que vous devez travailler sur les sites, mais il faut déjà les connaître. Donc, nous, la première chose qu'on a fait, c'était de faire cet inventaire des sites d'orpaillage. C'est vrai qu'on n'a pas pu toucher tout le territoire parce que dès 2018, il y avait déjà des problèmes de sécurité. Donc, par exemple, au-dessus du 14e parallèle, si vous prenez, par exemple, Tiou, pour ceux qui connaissent, après Wayouya, dès que vous dépassez Tiou à peu près de 5 km, vous êtes au 14e parallèle. Donc tout ce qu'il y avait au-dessus de ça, par exemple, on n'a pas pu visiter parce qu'il y avait déjà ce problème. Alors, mais de ce que nous avons pu visiter, nous avons pu recenser plus de 800 sites. Et sur ces plus de 800, il y avait plus de 600 qui étaient actifs. Mais le phénomène, il est dynamique. Ça veut dire qu'un site d'orpaillage qui naît aujourd'hui peut disparaître dans la semaine qui suit. Voilà. Comme certains aussi sont là-bas aussi depuis plus de 30 ans. Et les sites sont toujours là. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose qu'on réactualise. Voilà, c'est des données qu'on réactualise. Alors, il y a combien de sites, par exemple, pour les Poni? Est-ce que vous avez des chiffres? Pour ce qui est du Poni, nous sommes à pratiquement la centaine de sites.
centaines de sites, il n'y a que 2 personnes, 2 agents de l'ANEMAS. Oui, est-ce que c'est réaliste? Oui, j'allais venir. Quand vous prenez la loi 28, voilà, l'article 26, là-bas par exemple, il est dit que tout site d'exploitation minière artisanale qui n'a pas d'autorisation d'exploitation artisanale est d'office sous le contrôle de l'ANEMAS. Et plus tard, dans un décret d'application de cette loi qui est le décret 10-17-2018, il est dit justement que l'ANEMAS peut concéder la gestion de ces sites qui sont sous ses contrôles-là par le biais de conventions. Parce que qui? Concéder à qui? Justement, soit à des particuliers que nous appelons des intermédiaires, ou alors à des coopératives d'artisans miniers. Donc rapidement, nous sommes attelés à prendre des délibérations. Et ces délibérations-là portant justement adoption de modèles type, de conventions, de cahiers de charges. Et donc on a commencé à les concéder. Maintenant, lui, il avait évoqué un problème qui justement vient du code minier, notamment l'article 17 du code minier, qui dit que les titres miniers et autorisations ne sont superposables en totalité ou en partie qu'avec l'accord du détenteur du titre préexistant. Donc, s'il y a un permis de recherche qui est là-bas, alors, tant qu'on veut passer à la formalisation, il faut effectivement demander leur accord. Et nous avons au jour d'aujourd'hui plus de 110 demandes de conventions qu'on a reçues et on n'a pu accorder qu'une douzaine de conventions. Les lettres que nous écrivons, effectivement, bon, lui, il l'avait déjà évoqué, beaucoup ne répondent même pas. Voilà, ils ne répondent pas. Et on a même eu un cas, des cas qui nous ont fait sourire, où on n'a même pas encore écrit aux intéressés, mais qui nous ont écrit pour dire, bon, on a appris que vous partez sur les sites et vous encadrez, vous faites des quoi, mais nous, dans nos permis Intel, permis A, permis B, là, nous, on ne veut pas. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal que l'ANEMAS, qui est la structure qui est censée encadrer les orpailleurs sur les sites, ait besoin de l'autorisation des détenteurs de permis pour intervenir? Est-ce que c'est réaliste? N'est-ce pas là les textes qui créent l'ANEMAS qui ont failli à l'origine? Bon, pas les textes qui créent l'ANEMAS, mais je dirais, bon, les textes qui régissent le secteur minier. De façon générale. De façon générale, n'ont peut-être pas perçu cet aspect. Voilà. Mais je vais profiter, continuer, en disant justement que, du fait que chaque fois nous avons des échanges et des difficultés justement qui remontent du terrain. C'est vrai, pour le PONI, on n'a que 2 agents, mais je vous dis, c'est pas mal. Parce que justement, ces 2 agents-là, c'est qu'ils font remonter comme information. Comme difficulté, s'ils n'y étaient pas, c'était encore pire. Ouais. Vous imaginez si on devait tout faire à partir de Ouagadougou. Ouagadougou, ça fait déjà 400 km. Ouais. C'est pas la porte d'à côté. Mais là, nous savons qu'à tout moment, s'il y a un problème, ils peuvent intervenir. Je pense que pour ce qui est par exemple de l'organisation des sites, pour ce qui est même du suivi de ces sites, le fait qu'ils soient là-bas, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, par rapport à un programme qu'ils établissent, ça leur permet de les visiter au fur et à mesure. Et donc, cela fait justement que dans ce même PONI, nous avons pu octroyer quand même quelques conventions. Et on a même des demandes qui sont bien avancées. S'il n'y avait pas ce bureau, ça allait être plus difficile. D'accord, ça veut dire que l'ANEMAS est une structure récente, vous l'avez dit, fonctionnelle à partir de 2018. Tout à fait. Alors, ça veut dire que la structure n'a pas pu avoir un certain maillage du territoire pour l'instant, à vous écouter. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu fermer tous les sites d'orpaillage, prendre le temps d'organiser avant de permettre l'exploitation? Ça déjà, c'est une proposition d'un homme politique qui est connu au Burkina, le docteur Abdou Karim Sango, le président du Parent, qui a fait cette proposition. Est-ce que c'est pas ce qu'il fallait faire? Alors moi je dirais, non seulement je ne partage pas ce point de vue, mais également fermer et prendre le temps d'organiser juste pour ouvrir. Je ne dirais pas que je mets au défi, mais je dirais tout simplement que ce serait vraiment une mission risquée et quasiment impossible, peut-être même vouée à l'échec d'avance. Et justement, quand on est un décideur, il faut souvent justement éviter. Voilà, parce que quand vous le faites, si ça n'aboutit pas, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Non,
c'est une activité que des gens pratiquent tous les jours. Il y a des gens qui ne font plus que ça. Donc, ça, des avantages, disons, des retombées pour ceux qui pratiquent l'activité et pour tous ceux qui sont autour de ces sites. C'est-à-dire que tous ceux qui font les activités commerciales, jusque dans les villages qui les abritent. Vous savez que de nos jours, par exemple, même un site où il n'y a pas d'encadrement de l'ANEMAS ou quoi que ce soit, si vous vous renseignez, vous verrez qu'avant même que les orpailleurs ne s'installent, il y a déjà des ententes entre eux et les propriétaires terriens et le village. Et justement, ces ententes-là, c'est sur la base de rente qu'ils reversent à ces populations. Quand vous arrivez dans un village qui abrite un site, regardez le niveau de vie, en tout cas de ceux que vous connaissez peut-être qui sont des propriétaires terriens. Vous verrez que... et moi, attendez, nous on a eu à fermer un site. Et les premiers qui sont venus pour commencer à négocier la réouverture du site, ce n'étaient pas les orpailleurs. C'était juste une parenthèse. Donc, vous parlez des propriétaires terriens. Mais bien sûr. Est-ce que cette proposition de ce temps politique est tenable selon vous, Masmoudou Saradogo? Bon, ça, je peux dire que... C'est-à-dire fermer tous les sites d'orpaillage du Burkina et prendre le temps de tout réorganiser avant de rouvrir. Je pense que si aujourd'hui on dit que tous les commerçants n'ont qu'à fermer leurs boutiques, on va réorganiser. Je ne sais pas ce qui va arriver. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on a plus de 90% de la jeunesse qui se trouve sur les sites d'orpaillage aujourd'hui. Oui, c'est plusieurs millions. Et quand vous regardez le sud-ouest aujourd'hui, vous-même vous êtes du sud-ouest, vous connaissez la réalité qui se passe au sud-ouest. On ne parle pas de la région du nord ou la région du centre, non. La région de l'est, la région du Sahel, qui est la région du plateau central, qui est au moins plus de 70 à 80% de la population qui vit dans l'orpaillage aujourd'hui. Qui n'a aucun autre métier. Même les commerçants qui sont là-bas sont dans l'orpaillage. Même s'il n'est pas direct, il peut être indirect, mais ça leur fait quelque chose. Et il y a beaucoup de chefs coutumiers même qui sont des hauts niveaux, qui sont devenus des orpailleurs aujourd'hui. Donc ça veut dire que si vous voyez qu'il y a un travail qui a employé plus de 4 à 5 millions de Burkinabés aujourd'hui, ce n'est pas à négliger. Et si vous pensez qu'on peut fermer ça, organiser, vous allez l'organiser comment? Et le temps que vous allez le faire là, si aujourd'hui l'orpaillage, par exemple sud-ouest, on arrête l'orpaillage au moins 2 semaines, vous savez ce qui va arriver à Gawa? Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est un travail qu'on doit essayer d'organiser pour que les gens puissent aller de l'avant. C'est pas forcé qu'on reste toujours dans l'orpaillage. S'il y a un bon encadrement, avec les structures bien encadrées comme les coopératives, d'ici 5 à 10 ans, on peut avoir des semis mécanisés qui sont créés par des acteurs eux-mêmes. On peut le faire. Donc ça veut dire que c'est l'encadrement. Il y a quand même un exemple, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé au début. Djébougou, à un moment donné, le maire avait tenté de mettre fin à l'activité d'orpaillage. Ça n'a pas été facile. Bon, je pense que même le maire, le moment que le maire a pris acte, ceux qui étaient le premier même devant le maire, c'est qui? C'est les femmes même de Bougrouba, de Djébougou, et le chef religieux qui sont mis devant. Oui, pour aller le voir. Pour demander le voir. C'est difficile donc de fermer, même momentanément l'activité, le temps donc de réorganiser. On comprend un peu ce que vous êtes en train de dire. Alors, peut-être pour finir avec ce problème d'explosion, finalement, qu'est-ce qu'il y a à prendre comme mesure immédiatement pour que ce tel drame n'arrive plus, ne survienne plus sur un site d'orpaillage au Burkina? D'accord. Alors, comme je l'avais dit, dans l'immédiat. Oui, dans l'immédiat. Nous allons justement demander aux artisans miniers, qui sont nos collaborateurs, de commencer d'abord par respecter la loi qui est là actuellement. Est-ce que vous voyez, les dispositions légales actuellement disent que ce soit le code minier, le code de l'environnement, et il y a même la loi 051-2017 qui disent dans l'exploitation minière artisanale, on ne doit pas l'utiliser. Moi, je pense qu'on doit déjà partir de là. Voilà. Et maintenant, puisque nous sommes en contact avec eux, et il y a même pas mal de mesures qu'on avait entreprises, on était vraiment
en début d'année, voilà, vraiment très avancé, voilà, dans la mise en place d'un certain nombre de réformes. Et on espère bien que bientôt, on pourra revenir sur ces réformes-là et pouvoir avancer. Mais on a parlé au début d'une responsabilité partagée par plusieurs acteurs donc, de la chaîne. Ça veut dire qu'il faut également renforcer les contrôles au niveau des postes douaniers pour ne pas que ces produits soient importés et utilisés par n'importe qui. Que ce soit les explosifs qui rentrent frauduleusement ou que ce soit même l'or produit qui sort frauduleusement, tous ces deux aspects n'arrangent pas le Burkina Faso. Ça, il faut que la douane joue son rôle. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat pour qu'on n'entende plus parler d'explosion dans un site d'orpaillage au Burkina? Nous, en tant que l'UNAMB, le premier départ que nous pouvons faire, il faut que nous faisons des tournants de sensibilisation et voir avec les acteurs comment on peut éviter à ces problèmes-là, en entendant que l'État revoit certains textes pour favoriser et éviter la fraude de ces produits qui créent des ennuis. Quand vous parlez de revoir les textes, est-ce que vous voulez dire par exemple qu'il faut autoriser et puis encadrer les orpailleurs dans l'utilisation et le stockage? Voilà. Au lieu de laisser les gens le faire frauduleusement. Non. Et parce que si c'est fait frauduleusement, il n'y a pas possibilité pour ceux qui l'utilisent de faire recours par exemple à des gens qui s'y connaissent. Puisqu'ils se cachent pour le faire. Ce que nous on est en train de proposer à l'État, c'est de revoir, créer des documents fiables à des personnes qui peuvent exporter ces produits, importer ces produits-là, et à l'exploitation, de dépôt, les transports, tout c'est suivi. Et à ce moment, par exemple, s'il y a un grand patron qui amène des dynamites à Ouagadougou, et avec un document, et que l'État a reconnu, il doit avoir un lieu de dépôt qui est reconnu à l'État. Et si quelqu'un est à Gawa, qui veut le vendre, que la personne puisse avoir une autorisation à son niveau. Là, on s'assure que toutes les dispositions par rapport au stockage sont prises, par exemple. Alors, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la bonne solution? Ça veut dire autoriser et encadrer, permettre l'usage de ces explosifs et faire de telle sorte que ce soit fait par des personnes qui s'y connaissent. C'est-à-dire que tous les orpailleurs qui sont sur les sites seront obligés de passer par des personnes qui s'y connaissent, et eux dans l'utilisation, eux dans la conservation, pour pouvoir les utiliser, par exemple. Parce que quoi qu'on dise, qu'on autorise ou pas, les orpailleurs utilisent sur les sites et ça nous expose à des explosions qu'on vient de voir, comme on vient de le voir à Gongombiro. Oui, je pense que j'avais dit tantôt que le problème des explosifs ne concernait pas seulement le secteur minier. Voilà, c'est un problème de sécurité publique. Voilà, quand on parle des explosifs. Et donc, quand c'est comme ça, au regard du contexte actuel, il y a des propositions que même quand vous voulez les faire, il faut, parce que vous avez parlé par exemple de sous-contrôle, sous ceci, sous cela, alors qu'au jour d'aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes mobilise tellement ceux-là qui devraient pouvoir nous accompagner dans ça, que je ne suis pas sûr qu'on ait cet accompagnement. Et donc, quand on n'est pas sûr d'avoir un accompagnement donné, il y a des portes qui sont difficiles à ouvrir. Par contre, si vous prenez la loi 051, elle dit que c'est interdit dans l'exploitation artisanale, sauf pour les structures de l'État habilitées. Non, en attendant, peut-être que les employeurs seront obligés de se plier à cette règle. Voilà, pour moi. Apparemment, ils ne sont pas également prêts à le faire. Masmoudou Sardo, est-ce que ce n'est pas mieux de sensibiliser également les membres de votre structure pour que, en attendant cet accompagnement que vous espérez, on puisse se plier à cette règle, ne plus utiliser ces explosifs parce que ça peut à tout moment exploser, hein, comme on le dit. Je ne disconviens pas. Je pense que les choses sont partagées. Aujourd'hui, si moi, en tant que président, je vous dire qu'en tout cas, les orpailleurs peuvent arrêter et suivre, je me condamne. Mais seulement ce que moi je crie auprès de l'État, c'est de revoir les choses. Si pendant 40 et quelques années, on parle de l'activité,
qui est toujours dans le désordre, c'est que l'erreur a quelque part. Donc il faut que si nous, en tant que des acteurs, nous sommes des alphabètes et nous cherchons notre gain. Même si ça tue, nous forçons toujours, parce qu'il y a des camions qui font des accidents, il y a des morts, mais ça continue de circuler. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a l'ONACIM qui est là pour assurer les vitesses des véhicules. Malgré tout ça, il y a des accidents, mais il y a le moins. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le secteur minier artisanal, nous demandons à l'État de voir les choses rapidement. Pendant des années et des années, on ne peut pas rester toujours dans l'ignorance. Il faut que l'État ouvre l'œil, que c'est la population le plus importante qui sont dans ce secteur, qu'il ne faut pas négliger. La loi, c'est nous d'abord. Quand on parle de la loi, là, c'est la population. Quand on fait une loi qui ne marche pas avec la population, il faut qu'on revoie la loi. Il est temps que l'État revoie que le secteur minier a une importance, problème à régler au niveau de dynamitage et au niveau de cyanidation, tout soit de l'encadrement. Il faut que l'État mette des dispositions fermes pour accompagner le secteur. Autoriser et encadrer. Autoriser et encadrer. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. D'accord, merci à vous. Parlons d'autres choses à présent, parce qu'on sait que ce ne sont pas seulement les explosions qui sont les seuls drames qu'on rencontre sur les sites d'orpaillage. Vous entendez souvent parler d'éboulement. Ça aussi, ça vient de façon récurrente. Que faire face à cela également? Alors, donc, au niveau des éboulements, la première mesure qui a été prise, ça a été l'arrêté interministériel portant interdiction de l'activité en saison hivernale. Parce que tout simplement, on constate que c'est en saison hivernale qu'il y a plus de risques à cause justement de l'eau qui s'est infiltrée dans le sol et qui fragilise ces sols-là. Voilà. Alors, la deuxième chose que nous faisons également, c'est au niveau de l'organisation des sites. Si par exemple, il y a un site sur lequel nous devons par exemple faire une convention ou l'organiser, nous demandons un espacement entre les trous qui se suivent. Par exemple, au niveau de la NEMAS, nous demandons un minimum de 5 mètres d'intervalle entre deux. Je dis bien un minimum. Sauf que si entre les deux galeries, on sent que le cordon de l'eau prend une autre direction, c'est pas forcément facile à respecter. C'est cela, non? Oui, bon, je pense que quand on parle de l'encadrement pour éviter les éboulements, et c'est vrai, parce que lorsque, même si on délimite les distances des trous à 5 mètres, et qu'il y a pas un comité de suivi qui va veiller à contrôler les trous là à chaque moment, si l'or déclare en bas, parce que l'éboulement c'est pas en haut, mais c'est en bas. Donc, vous pouvez avoir l'espace, mais quand ils trouvent l'or, ils se croisent en bas. Voilà. Donc, à ce moment, il n'y aura plus de support. Si c'est l'espace qui se trouve entre les deux galeries qui contiennent de l'or, donc les orpailleurs vont d'aller vers là-bas. Donc à ce moment, s'il y a des dispositions qu'ils ont placées des comités de suivi qui vont veiller à rentrer dans les trous là pour voir la limite qu'ils ont donnée là, est-ce que c'est respecté? Celui qui n'a pas respecté, qui puisse avoir des sanctions. Parce que toute activité qui n'a pas de sanctions, si vous pensez que vous pouvez atteindre vos objectifs, c'est la malchance. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que la mesure qui impose une distance de 5 mètres entre les galeries est réaliste? Parce que quand on creuse, c'est pour chercher de l'or. Si vous avez l'impression que peut-être c'est de l'autre côté que l'or se trouve, facilement, en fait, on creuse là-bas et on oublie cette distance qui doit séparer les galeries. Non, en fait, ce qui se passe ici, ce n'est pas la distance entre les galeries, mais c'est la distance entre les puits verticaux que vous allez creuser pour atteindre votre minerai. Donc c'est en surface déjà que on délimite cette démarcation-là. C'est-à-dire si vous mettez votre trou ici, le prochain trou, personne ne peut le creuser à moins de 5 mètres. Donc à 5 mètres maintenant, lui aussi il descend. Maintenant c'est que lui vient d'évoquer. En bas, cette distance peut se réduire. Maintenant c'est que lui dit, voilà, en bas justement, celui qui descend, il peut par exemple revenir vers vous pendant que vous partez vers lui. Alors nous estimons que même si c'était le cas, déjà même, chacun a au moins 2 mètres de filon qu'il va avoir. Ce qui est assez rentable. Lui, il est dans le domaine, il le sait. Mais souvent, vous arrivez sur le site et vous avez des trous qui se suivent moins même d'1 mètre. Vous allez mettre peut-être 5 millions
pour descendre, pour peut-être avoir à traiter moins d'1 mètre de filon. Donc, M. Kambou, en ce moment même, ce n'est plus rentable. Vous avez dépensé, parce que souvent, voilà, il y a des puits où ça demande beaucoup de dépenses. Vous mettez 5 millions, vous descendez, et vous avez à peine 1 mètre de filon. Alors, ce qu'on constate, au-delà du non-respect de cette distance de 5 mètres entre les trous, il y a que les orpailleurs ne respectent pas souvent l'interdiction pendant les saisons humides. Oui, et quand les orpailleurs ne respectent pas la fermeture des sites, vous savez que toutes ces populations qui travaillent dans un secteur, qui n'ont aucune autre activité, si ce n'est pas ça, si vous disiez que fermer, vous voyez comment ça va devenir, et ça peut créer un autre problème. C'est vrai, la loi est là. Si vous voyez que les autorités aussi, en train de regarder, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas respecter les lois, et ce n'est pas parce que les orpailleurs ne veulent pas respecter les lois aussi, mais à certains niveaux, un problème qui est là. Lequel? Personne ne peut se lever le matin jusqu'au le soir sans manger. On dit que l'homme qui est faim n'est pas un homme libre. Donc, et quand tu vois que tu es faim, tu ne sais pas où aller, et tu sais que ici, là, si je pars, je peux avoir quelque chose, tu vas forcer pour entrer. Et à ce moment, ça peut créer d'autres problèmes. Vous comprenez? Donc, quand on parle des éboulements, je pense que même la saison pleuvée, on peut essayer de travailler à faire les distances de trous et organiser pour que les supports soient bien protégés. Est-ce que ça, ce n'est pas par exemple un problème d'organisation au niveau des orpailleurs? Il y a 12 mois dans l'année, au Burkina par exemple, les saisons pluvieuses ne durent pas plus de 3 mois. Est-ce qu'on ne peut pas stopper l'activité durant au moins ce temps? Oui, c'est comme vous êtes là. Si on vous dit, monsieur Kambou, arrêtez votre journalisme au moins 3 mois sans salaire avant de recommencer, je ne sais pas si vous pouvez. C'est ça le problème. Oui, merci, monsieur Kambou. Bon, je pense que c'est un débat qu'on ne cesse chaque fois de mener avec eux. Et bon, nous en tout cas, nous appelons les gens à toujours respecter la réglementation. C'est vrai. Parce que si le président de l'UNAMBE parle comme ça, imagine le petit orpailleur qui est à Gongombiro, bon, c'est pas évident qu'il si vous voyez que je parle comme ça, c'est la réalité que je vous dis. C'est vrai. Si je vous marque, je veux faire plaire à vous ou bien à d'autres personnes, et que la réalité est là, c'est que c'est moi-même qui condamne le secteur. Donc, ce que je disais tantôt, c'était que malgré tout, nous demandons aux artisans miniers de respecter la réglementation. C'est vrai que quand on parle justement de la fermeture des sites, si vous prenez l'arrêté et vous le lisez, vous verrez que l'article 1 dit qu'en raison des risques d'éboulement élevés pendant la saison hivernale, alors les activités sont suspendues. Donc du même coup, cela veut dire quoi? Que c'est le fait de rentrer dans le puits ou la galerie, travailler là, c'est ça qui présente le danger d'éboulement. Sinon pour celui par exemple qui est sur le site, qui est assis au dehors, qui est en train de traiter son minerai, il ne risque pas un éboulement quelconque. Alors, donc ça fait que du même coup, il y en a qui sont effectivement assez organisés, qui sortent beaucoup de minerais et qui pendant cette saison-là se contentent de faire le traitement. Et l'eau est disponible en ce moment, ça facilite. Il y en a qui le font, donc c'est aussi une question d'organisation. Voilà, et je le dis encore, c'est vrai, mais écoutez, les cultivateurs ont 3 à 4 mois d'activité dans l'année. Oui, c'est parce que la pluie ne pleuvra pas. Voilà. Et quand ils cultivent, ils ont d'autres choses à faire. C'est des mêmes cultivateurs-là qui courent venus dans leur paillage. Donc, du même coup, c'est ce qui veut dire qu'au moment où il pleut, nos braves orpailleurs pourraient bien aller accompagner ces agriculteurs-là. Et peut-être même qu'on aura une meilleure production parce qu'ils ont les moyens d'acheter même des machines, des tracteurs pour accompagner. Oui, mais c'est vrai. Si on parle tout ça là, je peux dire, moi en tant que le président de l'UNAMBE, toutes sortes de choses demande à préparer. Et quand on parle, c'est l'encadrement qui est devant. S'il n'y a pas l'encadrement, un Africain, on ne peut pas l'aider à être quelqu'un de fois s'il n'y a pas la force. Si on ne le force pas, pour l'arranger même, de fois c'est tout un problème.
Donc, moi, je pense que toutes sortes, nous sommes des structures et nous sommes des orpailleurs. Ça me fait 30 et quelques années que je suis dans le secteur. Je connais ce qui est dedans. Maintenant, si moi-même je décide que je veux que quelqu'un laisse ce qu'il est en train de faire là, je peux voir quelqu'un qui fait l'erreur. Je lui dis, il ne faut pas faire ça. Ça va être comme ça. Il va me négliger. Au cas, s'il y a des sanctions, vous allez voir que la personne va prendre le bon chemin. Est-ce que c'est pas finalement, c'est qu'il faut sortir les bâtons à un moment donné? Voilà, et justement, il faut justement, voilà, à un moment donné, soumettre aux règles. Voilà, exactement. Et donc, nous, par exemple, depuis qu'on a été opérationnalisé, chaque année, effectivement, on fait des sorties de contrôle de l'application de la mesure. Voilà. Et lorsque nous arrivons sur des sites, nous essayons de voir, par exemple, s'il y a 100 trous, combien de trous sont toujours en activité. Ça, c'était la première chose. Et donc, du même coup, quand on fait un deuxième passage, un troisième passage, on essaie de voir est-ce que ça porte. Et effectivement, je peux vous dire que oui, ça porte. Maintenant, oui, c'est vrai, on pourrait bien, à un moment donné, commencer à ajouter à ce contrôle-là l'aspect sanction, l'aspect pénalisation. Mais on ne le fait pas dès le début. Voilà, quand vous... Bon, c'est vraiment une sorte de... Oui, donc on commence d'abord par ça. Et comme on l'a dit, 2018 maintenant, c'est pas aussi loin que ça. Et donc, ça fait que... Et le nombre de sites, d'ailleurs, voilà, ce que j'allais aussi ajouter, c'est que le nombre de sites qu'on visite, chaque année, on ne cesse d'augmenter. Pour la saison qui vient de passer, nous sommes à plus de 80 sites qui ont été visités par nos agents. Merci. Et voilà. Merci à vous donc Abdou Gafar Romba. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'encadrement technique à l'ANEMAS, l'agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées. Merci donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Merci également à Masmoudou Sawadogo, président donc de l'Union nationale des associations d'artisans miniers du Burkina Faso. Merci donc d'avoir accepté également notre invitation. Monsieur Kambou, que Dieu nous accompagne et qu'il bénisse le Burkina Faso et que la paix revienne au Faso. Amen. Amen. Merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique pour son accompagnement. On se dit à dimanche prochain pour le prochain numéro des 7 jours dans la savane.